Salam alaikum, sahabtourkoum. Alors aujourd'hui, on va voir le cours des viroses vésiculopustuleuses. C'est un cours qui fait partie du programme d'enseignement du module des maladies infectieuses pour les étudiants en quatrième année médecine de la faculté de médecine d'Alger. Alors tout d'abord, on va commencer par donner un petit aperçu par rapport aux herpès viridés. Donc toute la famille des herpès viridés sont des virus strictement humains. On distingue le virus de l'herpès humain 1 et 2, appelé également herpès simplex virus 1 et 2. On a l'herpès humanus virus 3, qui est le virus de la varicelle et du zona, le VZV. Le 4, c'est le virus d'Epstein-Barr virus, EBV. Le 5, c'est le cytomégalovirus, le CMV. Le 6 et le 7, responsable d'exanthème subi. Et le 8, qui est responsable du sarcome de Kaposi. Ces virus-là sont des virus à ADN bicaténaire. Ils ont une capside iso-icosahydrique, une enveloppe avec des spicules, et ils ont un diamètre assez important de 150 à 200 nanomètres. Quelles sont les caractéristiques physiopathogéniques de ces virus-là? Ce sont des virus qui sont, donc l'herpès vient du mot grec herpein qui veut dire romper. Donc on peut dire qu'ils se comportent comme des reptiles. Lors de la primo-infection, on a une charge virale très importante. Le système immunitaire va essayer d'intervenir pour contenir cette infection, mais il ne pourra jamais éliminer ces virus-là. Pourquoi? Parce que ce sont des virus à ADN et ils ont tous la faculté d'intégrer le génome de la cellule hôte et passer à ce moment-là, donc fuir à la réponse immunitaire pour passer par une période de latence. Ensuite, ils vont se réactiver. Cette réactivation, généralement, est due à l'existence d'une stimulation. Cette évolution naturelle, cette histoire naturelle de tous les herpès virus, on va la trouver que soit pour l'herpès simplex virus 1 et 2, pour le VZV, donc le virus de zona et varicelle, pour le CMV, pour le BV et même pour le HHV 6, 7 et 8. Ça explique en quelque sorte la diversité des tableaux cliniques liés à ces maladies. Il faut savoir que pratiquement toute l'humanité a été touchée par ces virus-là et je pense que nous-mêmes, il n'y a personne qui n'a pas eu au moins un bouton d'herpès. La majorité des gens ont eu déjà une varicelle durant leur enfance. Alors après la primo-infection où la charge virale est très importante, la maladie va passer par une infection latente qui va durer durant toute la vie. Et lors des conditions favorables, généralement lors d'un stress, d'une immunodéficience, qu'elle soit greffe, un traitement immunosuppresseur, l'infection à VIH, le virus peut reprendre la multiplication et ça va nous donner une réactivation. Mais gardons en tête que la majorité des infections à herpès viridé sont des infections asymptomatiques. Donc, tout ce qu'on est en train de voir, c'est juste la minorité de 10 à 20% qui est symptomatique. Sinon, la majorité de 80 à 90% resteront toujours asymptomatiques. Mais ça n'empêche que, même s'ils sont asymptomatiques, la maladie va passer par les mêmes étapes. Une primo-infection avec une charge virale très importante, une période de latence, et par la suite, on aura une réactivation. Certaines formes d'herpès sont parfois mortelles. Chez les immunodéprimés, par exemple, une réactivation de CMV, une réactivation de l'EBV, même de l'herpès simplex virus peut être mortelle. De même que certaines localisations de certains virus, tels que l'herpès simplex virus, quand ça touche le système nerveux, ça donne des formes graves et mortelles de méningoencéphalite à liquide clair.
On va commencer par la varicelle. Donc, tout le monde connaît la varicelle, tout le monde connaît le fameux mot que les grandes-mères répètent à chaque fois, bouchouka, bouchouka. Donc, on va voir à peu près la varicelle. Et je pense que tout médecin généraliste est censé connaître le tableau clinique d'une varicelle parce que le diagnostic de varicelle est purement clinique. La varicelle est une maladie virale de l'enfance. Elle est fidèle à cette définition. La majorité des cas sont constatés chez l'enfant, mais ça ne veut pas dire que l'adulte ne peut pas être touché. Il y a beaucoup d'adultes qui échappent à la varicelle de l'enfance et ils vont être touchés quand ils sont adultes. Elle est très contagieuse. Elle est considérée parmi les maladies infectieuses les plus contagieuses. Le R0 de cette maladie est de 16 à 17, donc c'est très important. Elle est bénigne, sauf chez l'immunodéprimé. La majorité des enfants nécessitent juste un traitement symptomatique, mais les immunodéprimés méritent une attention particulière et elle confère l'immunité. C'est quoi conférer l'immunité dans la varicelle? C'est que on ne fait qu'une seule varicelle durant toute la vie. Le virus étant le VZV, donc le virus varicelle zona, qui appartient à la famille des herpès viridae et qui est un virus à ADN. Donc, une fois il s'intègre à la cellule hôte, il va rester durant toute la vie. Sur le plan épidémiologie, c'est une maladie qui est très contagieuse. Elle est endémo-épidémique. Les épidémies surviennent généralement lors de la saison froide. Elle touche surtout les enfants entre 2 ans et 10 ans. La transmission de cette maladie se fait essentiellement par les gouttelettes salivaires, mais elle peut se faire également par le liquide vésiculaire qui est riche en virus et même par les croûtes. Donc même à la fin de la maladie, on risque d'être contagieux. Mais gardons que c'est surtout la transmission aérienne par les gouttelettes salivaires qui assure la diffusion de l'épidémie. La contagiosité, à ce moment-là, elle est maximale 2 à 3 jours avant l'apparition des lésions vésiculeuses et elle se poursuit 4 à 5 jours après l'apparition de l'éruption vésiculeuse. Le réservoir viral de VZV est strictement humain, donc c'est une maladie humaine et la transmission est interhumaine. Et quand ça touche, par rapport au tableau clinique, quand ça touche l'enfant sain, la maladie est souvent bénigne. Par contre, quand ça touche les immunodéprimés, les adultes, les femmes enceintes, les nouveau-nés, ça peut donner un tableau grave et ce sont les terrains chez qui un traitement antiviral doit être mis en route rapidement. Sur le plan physiopathe, la varicelle correspond à la primo-infection de VZV. Cette primo-infection va permettre au système immunitaire de fabriquer des anticorps qui vont arrêter les virémies répétées et successives lors de cette primo-infection. Et ça va nous conférer une immunité sérologique qui va empêcher l'apparition d'une autre varicelle après. Mais, parce que c'est un virus qui appartient à la famille des herpès viridae, il va passer par une période de latence qui va durer quelques mois jusqu'à plusieurs années. Et lors de certains facteurs favorisants, il risque de réactiver. Donc cette réactivation, elle va nous donner le zona. Le zona est une forme d'éruption également vésiculo-pustuleuse qui a des manifestations, disons, bien localisées. On parle de résurgence neuroépidermique. Ce zona est peu contagieux et quand une personne est contaminée par le liquide vésiculaire d'un zona, un sujet réceptif qui n'a pas fait auparavant une varicelle, il ne va pas faire un zona, il va plutôt faire une varicelle. Donc la transmission assurée par le zona va assurer l'apparition de cas de varicelle chez les sujets réceptifs. Après la contamination aérienne ou conjonctivale, le virus va se multiplier au niveau des ganglions cervicales. Cette réplication primaire dans les ganglions lymphatiques va aboutir à une première virémie.
Donc, c'est à ce moment-là que on aura la phase du début avec l'apparition de la fièvre et un malaise. Après ce passage sanguin, donc cette virémie primaire, le virus va rejoindre les cellules du système réticulo-endothélial, entre autres le foie. Ça explique pourquoi dans la varicelle, on aura une perturbation du bilan hépatique. Donc, ça donne une petite hépatite liée à la multiplication virale active à ce niveau-là. Et à partir de là, le virus va donner un deuxième passage dans le sang. On va l'appeler la virémie secondaire. Cette virémie secondaire va permettre au virus d'atteindre tous les téguments cutanés et même muqueux. Et ça va donner le tableau clinique de la varicelle. Cependant, cette virémie, elle n'est pas unique. Donc, on n'aura pas une seule virémie, il y aura plusieurs virémies. Et à chaque virémie, il y aura localisation virale au niveau des téguments et au niveau de la peau. Et ça va expliquer pourquoi il y a des éléments d'âge différents, parce qu'à chaque virémie, il y aura apparition de lésions cutanées vésiculeuses. Ensuite, cette phase qui n'a pas été bien contrôlée par le système immunitaire, mis à part l'immunité innée, le virus va être bien détecté et il y aura des anticorps qui vont apparaître essayant de contrôler cette maladie. En étant à la phase de déclin, le virus va essayer de s'abriter dans des endroits où le système immunitaire ne peut pas l'atteindre. Alors, ces endroits-là, pour le VZV, ce sont les ganglions sensitifs de la moelle épinière. Donc, il va rejoindre tous les ganglions sensitifs de la moelle épinière. Et à la fin de la maladie, on n'aura plus d'éruption, mais on aura un virus qui est là, qui va se cacher au niveau des neurones de la moelle épinière et il va attendre des facteurs favorisants pour qu'il puisse donner une résurgence ou bien une récurrence qui va par la suite se manifester par un zona. Sur le plan clinique, on va voir la forme commune de l'enfant, c'est la forme la plus fréquente. L'incubation, elle est silencieuse, elle est généralement de 14 jours. L'invasion, elle est de 2 jours. On aura une fièvre modérée de 38,5 degrés Celsius associée à un malaise. Parfois, l'enfant va présenter un érythème scarlatiniforme fugace. Donc, il y aura une éruption, un érythème sans intervalle de peau saine, mais qui va disparaître au bout de quelques heures. Donc, ce n'est pas une éruption qui va durer. Après ça, on aura l'apparition des signes, les signes caractéristiques de la maladie et on sera à la phase d'état. À la phase d'état, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater tout d'abord l'éruption ou bien l'exanthème. L'exanthème de la varicelle est vraiment très caractéristique. Il se fait par une extension par poussée et ça va nous donner des éléments d'âge différents. On a bien expliqué tout à l'heure que ce sont les virémies répétées qui vont permettre à chaque fois au virus d'atteindre le revêtement cutané et donner l'apparition de l'éruption caractéristique. Alors, cette éruption va passer par des stades. Au bout de 6 jours, on aura une succession de stades pour chaque élément cutané. Donc, chaque élément cutané va être tout d'abord une macule qui va devenir une papule au bout de 24 heures. Ensuite, ça va donner naissance à une vésicule qui a un contenu translucide donnant l'aspect de gouttes de rosée, qui va rapidement desséquer au bout de 48 heures et apparition, donc il va s'ombiliquer pour donner une croûte au 4e jour. Cette croûte va tomber vers le 10e jour de l'évolution de la maladie. Ça, c'est l'évolution d'un seul élément. Mais puisque les virémies sont répétées, on aura des éléments qui vont apparaître au 2e jour par rapport au 1er, au 3e jour, au 4e jour, et ainsi de suite. Et ça explique pourquoi on aura des éléments d'âge différents. Ça sous-entend que sur une petite parcelle
de peau, on peut avoir plusieurs éléments d'âge différents et ça, c'est très caractéristique de la varicelle. À côté de cette éruption, on aura un signe majeur qu'on doit rechercher dans la varicelle, c'est le prurite. Le prurite est très important dans la varicelle, c'est très gênant et ça peut être la cause des surinfections bactériennes parce que si l'enfant n'observe pas des règles d'hygiène, s'il a des ongles qui sont pas coupés, il risque de se gratter, de se blesser et d'avoir des cicatrices. Parce que le prurite dans la varicelle ne donne pas de cicatrices, mais les surinfections, les blessures peuvent laisser des cicatrices. Cette éruption touche tout le corps, donc l'ensemble du corps peut être touché. Mais gardons en tête que c'est surtout le visage qui est vraiment très touché, le tronc également et le cuir chevelu. Alors là, j'insiste sur la présence d'éléments au niveau du cuir chevelu. Une varicelle sans atteinte de cuir chevelu n'est pas une varicelle. Il faut trouver au moins un élément vésiculeux à ce niveau-là. Sinon, ça vous permettra d'écarter le diagnostic de varicelle. Également, on doit toujours vérifier la paume des mains et les plantes de pied. Elles sont épargnées en cas de varicelle. Il n'y a pas de varicelle avec des éléments vésiculeux à ce niveau-là. Ça également, ça va vous permettre d'écarter le diagnostic de varicelle. Avec cet exanthème, on doit toujours rechercher un inanthème. Donc, vous voyez ici, chez ce trisomique 21, qu'il y a une éruption vésiculo-pustuleuse de visage très marquée, avec des éléments d'âge différents, mais également au niveau de la gorge, il y a des éléments qui ressemblent à une herpongine, donc des éléments vésiculeux et des lésions aftoïdes. Cet inanthème, certes, il est discret dans une varicelle commune, mais il est constant. Donc, ça peut également vous permettre de poser le diagnostic de varicelle. Si vous êtes devant un tableau où il y a peu d'éléments cutanés, une seule lésion vésiculeuse au niveau du cuir chevelu, paume et plante épargnées, alors allez-y directement vers la gorge et il faut examiner. Si vous trouvez des éléments vésiculeux qui vont rapidement s'éroser pour donner une ulcération, là, c'est l'aspect d'une herpongine et qui est également qui peut signer le diagnostic d'une varicelle s'il est associé à des éléments cutanés. Cet inanthème touche dans la majorité des cas la bouche, ça peut aller vers le pharynx et également ça peut toucher l'œil et les organes génitaux. Donc il faut se méfier des conjonctivites associées à la varicelle. C'est des conjonctivites qui sont dues à l'existence d'éléments vésiculeux au niveau de la conjonctive et ça risque de contaminer la cornée et donner des kératites. De même, l'existence de brûlures mictionnelles chez les garçons ou chez les fillettes, si vous examinez bien, vous allez trouver qu'il y a des éléments également au niveau des organes génitaux et qui peuvent expliquer la symptomatologie urinaire. L'état général, par contre, reste conservé, la température reste modérée et quand on examine les enfants, on va trouver une micropolyadénopathie cervicale. On a dit tout à l'heure que le siège de la multiplication primaire de virus étant la chaîne cervicale, ganglionnaire cervicale, et à partir de là, on aura la première virimée vers les organes réticulo-endothéliales, entre autres le foie. On peut avoir dans la moitié des cas une splénomégalie, et si on pratique une numération formule sanguine, on va trouver une leucopénie avec une monocytose. On revient à l'éruption cutanée. On a dit que sur une petite parcelle de peau, on risque d'avoir des éléments d'âge différents. Donc, on a là une macule, on a une papule, on a une vésicule au centre en goutte de rosée, ensuite une vésicule ombiliquée. Si on vérifie d'autres endroits, on va trouver des croûtes. L'état général, on a dit que l'état général reste souvent conservé. Et cliniquement, on a tous les éléments en faveur de varicelle. Donc, l'évolution de cette forme commune, elle se fait vers la guérison sans séquelles au bout de 10 jours.
Mais parfois, on peut avoir des complications. Alors, les complications les plus fréquentes étant les complications cutanées liées à une surinfection, et là, on incrimine essentiellement le staphylocoque, et qui est favorisée par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et par les traitements locaux, donc les pommades, le talc et tout ce qu'on peut pratiquer sur la peau. Il y a une complication grave qu'on doit rechercher, bien qu'elle soit rare, c'est l'encéphalite AVZV. C'est une encéphalite qui va apparaître généralement les premiers jours après l'apparition de l'éruption, mais parfois elle peut être tardive. Elle peut se manifester par des signes, donc des troubles de la conscience allant de l'obnubilation jusqu'au coma. Ça peut être des signes déficitaires, donc des hémiplégies, des hémiparésées, comme ça peut être des troubles psychiatriques, ou bien des convulsions, ou bien un état de mal convulsif. L'apparition de signes encéphaliques nous oblige à réaliser une exploration neuroradiologique et de réaliser un EEG. S'il y a une souffrance cérébrale diffuse, là, ça signe le diagnostic d'encéphalite et ça devient une urgence thérapeutique. Il faut mettre l'enfant sous acyclovir à forte dose et prévoir le pire parce que l'encéphalite varicelleuse est parmi les encéphalites les plus sévères et elle est mortelle parce qu'elle donne une nécrose étendue, souvent mortelle, et même si l'enfant va guérir, il peut garder des séquelles graves. À côté de cette encéphalite rare et grave, on a une autre atteinte du système nerveux qui est plutôt fréquente et bénigne. C'est l'atteinte cérébelleuse ou ataxie varicelleuse. Elle apparaît vers le 3e et le 4e jour. Un enfant en bon état général, brutalement, il va faire une ataxie, trouble de la marche, un tremblement, une hypotonie, même parfois une dysarthrie. Quand on pratique l'EEG, donc l'électroencéphalogramme, il va être plus ou moins normal. Si on pratique une PL, on risque de tomber sur un LCR qui est tout à fait normal, ou bien un LCR qui rejoint le LCR des méningites lymphocytaires aiguës bénignes. La guérison, plutôt l'évolution, elle va se faire vers la guérison et sans séquelles, même en dehors d'un traitement antiviral. Donc, dans les atteintes cérébelleuses, dans la cérébrite varicelleuse, c'est pas la peine de donner des antiviraux. Le 4e type de complication qu'on doit craindre, c'est la pneumopathie varicelleuse. La pneumopathie varicelleuse est une éventualité, est une atteinte virale qui va apparaître lors de la première semaine de la varicelle. Au-delà de la première semaine, toute symptomatologie respiratoire doit être considérée comme étant une pneumopathie de surinfection. Elle est plus fréquente chez l'adulte. D'ailleurs, il faut la rechercher chez un adulte qui fait une varicelle. On doit toujours pratiquer une exploration radiologique à la recherche des images en faveur d'une atteinte pulmonaire liée au virus. Parce que si c'est le cas, le risque c'est d'évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë qu'on ne peut pas prévoir l'évolution. Et ça devient une indication à hospitaliser le patient et à mettre un traitement antiviral. Donc, c'est pas la peine de répéter. Au-delà du 7e jour, toute symptomatologie respiratoire qui accompagne la varicelle doit être considérée comme étant une pneumopathie de surinfection liée à l'hémophilus, au pneumocoque, ainsi de suite. Également, on peut avoir une laryngite par localisation des mêmes lésions d'énontème au niveau du larynx et qui vont donner une dysphonie et ça peut nécessiter même parfois le recours aux corticoïdes pour améliorer cette laryngite. On peut avoir d'autres signes, d'autres localisations telles que la kératite. On a dit tout à l'heure qu'on peut avoir les mêmes lésions au niveau conjonctival et par contiguïté, ça peut toucher la cornée. Donc, ça donne une kératite qui a la même évolution d'une kératite herpétique ou une kératite liée au zona. Comme on peut avoir des complications tardives d'ordre immunologique, ce sont la néphrite et le purpura. Enfin, il faut signaler que la varicelle,
étant un virus qui peut déclencher des complications thromboemboliques à distance. Donc, surtout chez l'adulte, après une varicelle, on risque d'avoir des accidents thromboemboliques parfois profonds et sévères. Pour les formes cliniques, on distingue souvent des formes symptomatiques. Donc, on peut avoir des formes paucisymptomatiques avec quelques éléments cutanés, 2 ou 3, mais on doit insister sur l'existence d'un élément, au moins d'un élément au niveau du cuir chevelu, que les pommes et les plantes sont épargnées, que l'énontème est plutôt constant. Alors, en période d'épidémie, si on a tous ces éléments cliniques, on peut poser le diagnostic d'une varicelle. Parfois, on peut avoir une forme plutôt floride où la teinte est vraiment généralisée avec un risque majeur de surinfection. On a plus de teinte cutanée, donc on ne peut pas contrôler. Ce sont tous des portes d'entrée et le staphylocoque aura plus de chances de donner des cellulites et de donner un sepsis à staph à cause de ça. Et ces formes florides, généralement, sont liées à certains terrains. Selon l'âge, on distingue la varicelle du nouveau-né, qui est toujours considérée comme étant grave, surtout si la maman a été infectée lors de la dernière semaine de la grossesse, disons lors des 20 derniers jours de la grossesse. Également, la forme de l'adulte, qui est toujours considérée comme étant une forme grave. Selon le terrain, on va distinguer les formes de l'immunodéprimé. Les immunodéprimés font généralement une varicelle grave, où l'état général est plutôt altéré, l'éruption est vraiment floride et les éléments deviennent hémorragiques. Et les complications sont fréquentes avec une atteinte profonde, donc une hépatite, une pneumonie, une insuffisance rénale. Et l'immunodéprimé est toujours considéré comme un terrain de prédilection pour mettre d'emblée un traitement antiviral. Chez la femme enceinte risque une forme grave avec risque de photopathie si la femme a été touchée lors du premier trimestre. Sinon, lors du dernier trimestre, le risque est plutôt lié à une contamination de nouveau-né. Donc, si la femme est contaminée lors des 20 derniers jours de la grossesse, le bébé risque d'être contaminé et ce nouveau-né doit être hospitalisé d'emblée et mis sous acyclovir d'emblée après sa naissance. Le diagnostic de la varicelle est clinique. Il se base essentiellement sur la notion épidémiologique, parce qu'il y a une notion de varicelle dans l'entourage. Également, l'absence d'antécédents de varicelle chez la personne qui vient consulter. C'est très important. Quelqu'un qui a fait déjà une varicelle, il n'a pas le droit de refaire une autre varicelle. Et les caractéristiques de l'éruption qu'on vient de citer tout à l'heure. Pour demander une confirmation biologique, c'est inutile. C'est pas la peine de demander parce que le diagnostic est purement clinique et ça serait vraiment inutile de demander des examens spécifiques. D'ailleurs, il faut trouver le laboratoire qui va vous faire un examen de confirmation. C'est pas évident. On doit discuter quand même un certain nombre de diagnostics différentiels. On discutera essentiellement le zona dans sa forme généralisée. C'est une éventualité qui se discute chez les sujets âgés et chez les immunodéprimés. Et on va parfois, parce qu'on n'a pas bien examiné le patient, voir qu'il y a des éléments cutanés qui ressemblent à la varicelle, qui ont les caractéristiques de la varicelle, mais on oublie de vérifier est-ce que le patient a des douleurs radiculaires et est-ce qu'il a une éruption qui suit un métamère bien défini. Donc, le zona généralisé peut être confondu dans certaines situations avec une varicelle. Également, on doit discuter le prurigo strophyllus. C'est une affection qui est liée plutôt à un trouble des phanères ou un état d'immunodépression ou un problème dysimmunitaire. Ce prurigo se manifeste essentiellement par une éruption papuleuse et vésiculeuse généralisée qui va donner une seule poussée. Elle est très prurigineuse, elle épargne le cuir chevelu et il n'y a pas un énontème quand on examine la cavité buccale. Donc, c'est très fréquent chez les immunodéprimés VIH, également dans certaines maladies de système, et ça peut faire discuter la varicelle, mais un prurigo ne guérit jamais au bout de 2 semaines, contrairement à la varicelle.
Également, on a une autre éruption vésiculeuse infantile, c'est le syndrome main-pied-bouche dû au Coxsackie. C'est une éruption vésiculeuse qui touche la bouche, donc même en périorificiel. On va trouver des éléments au niveau de la langue, à l'intérieur de la bouche également, et on va trouver des éléments vésiculeux sur les mains et les pieds uniquement, et qui n'épargnent pas les plantes et les pommes. Là, ça fait discuter d'emblée le Coxsackie virus parce que ça ne correspond pas aux caractéristiques de l'éruption de la varicelle. C'est des images qui montrent le syndrome main-pied-bouche dû au Coxsackie virus et le prurigo. Le traitement de la varicelle est dans la majorité des cas symptomatique. Quand on dit la majorité des cas, ça veut dire à peu près 98% des cas de varicelle ne méritent aucun traitement spécifique, pas de traitement antiviral. Cependant, il faut respecter certaines règles. Tout d'abord, c'est proscrire l'aspirine et même tous les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça risque de provoquer un syndrome de Rey, une encéphalopathie hépatique grave, qui va donner un coma et qui nécessite une transplantation hépatique en urgence. On va plutôt donner des antihistaminiques pour lutter contre le prurite. On doit couper les ongles de l'enfant qui doivent être maintenus propres. On va assurer des bains quotidiens. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas s'amuser à mettre des colorants et laisser l'enfant sans douche. Plutôt, il faut le faire doucher au moins une fois par jour avec de l'eau tiède et avec un savon dermatologique. Donc, vous pouvez utiliser le savon de Marseille, savon soufré, tout ce que vous voulez. C'est très bénéfique et ça donne des résultats meilleurs que les antiseptiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Le seul antiseptique qu'on préfère utiliser, c'est le chlorhexidine ou bien l'exomidine. Il est incolore et ça permet de soigner les vésicules qui ont tendance à devenir des pustules. Donc, ça va empêcher l'apparition de surinfection à staphylocoque. Et il faut éviter tout produit local, surtout les pommades et le talc. C'est pas bon. Alors, on préfère toujours les bains quotidiens et au maximum de l'exomidine. Le traitement antiviral, il est indiqué uniquement quand on a un terrain d'immunodépression. L'adulte en fait partie, surtout quand il fait une pneumopathie, le nouveau-né et la femme enceinte. Il se base sur l'acyclovir injectable. Il est donné à raison de 10 à 15 mg par kilo chaque 8 heures pendant 7 à 10 jours. Sans oublier de traiter les complications telles que les surinfections. On a dit que les surinfections sont la complication la plus fréquente de la varicelle. On va donner des antibiotiques anti-staph. On a l'embarras de choix. Céphalosporine de première génération, pristinamycine, tout ce que vous voulez. Pour la prophylaxie, la varicelle est une maladie à déclaration facultative. On n'est pas obligé de déclarer sur des supports des maladies à déclaration obligatoire. On doit notifier pour pouvoir dire qu'il y a réellement une épidémie qui se déclenche et faire attention. Alors à ce moment-là, si les cas regroupés sont fréquents, il faut toujours conseiller aux parents de l'enfant malade une éviction scolaire jusqu'à la guérison. Il faut l'isoler à domicile. Et s'il est en contact avec une personne immunodéprimée, donc si une personne immunodéprimée est en contact avec quelqu'un qui fait une varicelle, alors il faut lui injecter des immunoglobulines spécifiques, mais dans les 4 jours suivant le contact. Après ça, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Donc, on a la chance d'avoir des immunoglobulines qui vont permettre d'éradiquer une éventuelle contamination des immunodéprimés au contact d'un varicelleux. Il existe un vaccin qui est validé dans les pays occidentaux et qui est donné, disons, en cas de besoin. Il ne fait pas partie du calendrier de vaccination élargi. En Algérie, il n'est pas encore validé. On passe au zona. Donc, le zona également est une maladie virale qui est due au même virus de la varicelle zona, le VZV.
Elle est peu contagieuse. Elle donne essentiellement une éruption érythémato-vésiculeuse associée à un syndrome algique et qui vont respecter une topographie neuroradiculaire. C'est-à-dire que au niveau d'un même métamère, on aura de la douleur qui va apparaître, suivie par l'apparition d'une éruption caractéristique qui définit le zona. Elle touche essentiellement, le zona touche essentiellement l'adulte et le sujet âgé. Le virus étant le même, le VZV, qu'on vient de voir. Sur le plan épidémiologique, on dit que le zona est très peu contagieux. Ça évolue par cas sporadique. Ça a été constaté. Dès que le virus de la varicelle circule, on va constater qu'il y a apparition de cas de zona, comme si le zona avait besoin d'être boosté par la circulation du virus sauvage. Mais un zona, quand il touche un sujet non immunisé, un sujet qui n'a pas qui n'a pas fait déjà une varicelle, cette personne-là risque de faire une varicelle et non pas un zona. L'immunité après un zona est durable, c'est ce qu'on dit généralement, et on dit que le zona ne récidive jamais, sauf chez l'immunodéprimé. Ça a été constaté chez les personnes infectées par le VIH, où le taux de CD4 est vraiment bas et qui peuvent faire un zona récurrent. En dehors de ça, on fait une seule varicelle durant la vie et on fait un seul zona durant toute la vie. Tout à l'heure, on a dit que le virus de la varicelle, quand le système immunitaire s'active d'une façon adéquate, ce virus va se cacher dans les ganglions nerveux et il va rester quiescent pendant une longue période. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, et c'est également pour d'autres raisons, d'autres facteurs, ce virus va se multiplier au niveau des cellules ganglionnaires et il va réapparaître à partir d'un ganglion nerveux. Il va réapparaître pour donner des manifestations douloureuses parce que c'est un ganglion sensitif et donner une éruption qui suit le trajet du même nerf sensitif. Quels sont ces facteurs favorisants? Généralement, ça peut être un traumatisme, ça peut être un réflexe après un stress lors d'une intervention chirurgicale, après un accouchement. Ça peut être lié à une hémopathie et comme ça peut être lié à une immunodéficience cellulaire type l'infection à VIH. Tout à l'heure, on a dit que le virus de la varicelle, après une varicelle, il va s'habiliter au niveau de tous les ganglions sensitifs de la moelle épinière. Et après une longue période, il va se réactiver. Logiquement, s'il va se réactiver, on aura une réactivation de tous les ganglions sensitifs. C'est pas le cas. On ne sait pas pourquoi. Il y aura une seule réactivation. Peut-être c'est le système immunitaire qui va rapidement s'activer pour empêcher les autres neurones de donner la même chose. Donc, dès que le premier est apparu, les autres vont être inhibés. Et ça peut être le cas parce que dans l'infection à VIH, on peut avoir ce qu'on appelle un zona multimétamérique. On peut avoir un zona ophtalmique avec un zona sous-costal, avec un zona de ganglion géniculé, ainsi de suite. Donc, ce sont les formes de zona les plus rencontrées, le zona intercostal, un zona ophtalmique et un zona étendu. Dans tout ça, cette éruption va guérir au bout de quelques semaines, généralement 2 à 3 semaines. Mais le problème, c'est la douleur. Dans le zona, c'est toujours le problème de douleur qui doit inquiéter le médecin et qui doit être pris en charge dans un centre antidouleur. On va décrire le zona intercostal moyen. L'incubation est inconnue. On ne peut pas définir l'incubation du zona. Je pense que c'est clair. Le début se fait généralement par l'apparition de douleurs radiculaires. Donc, cette douleur radiculaire, certainement, va être une douleur thoracique. Le patient, d'un coup, il va sentir une hyperesthésie cutanée. Il est gêné par son t-shirt, par ses sous-vêtements, donc il peut plus les supporter. Il a l'impression d'avoir du feu à l'intérieur. Ce sont les fameuses causalgies.
et il va faire de la fièvre généralement bien tolérée. Et si on examine le creux axillaire, on va trouver une adénopathie satellite. Donc la douleur précède généralement l'apparition de l'éruption. À la phase d'état, on aura l'apparition de l'éruption caractéristique. Cette éruption va apparaître au même endroit que la douleur. Donc on parle d'une topographie radiculaire. Elle est toujours unilatérale. Elle respecte la ligne médiane et elle va toucher la région antérieure et la région postérieure, mais elle reste toujours unilatérale. Tout d'abord, on aura un placard érythémateux. Ensuite, sur ce placard-là, il y aura des vésicules qui vont apparaître sous forme de bouquille d'herpès. Si vous avez en tête l'aspect d'un bouquille d'herpès labial, l'herpès de sortie, c'est la même chose, mais il y aura plusieurs bouquets. On aura à peu près 2 à 3 vélimies et à chaque sortie virale, il y aura un bouquet d'herpès qui va apparaître. Ces bouquets d'herpès vont confluer pour donner pratiquement des bulles qui vont s'affaisser au centre et au bout de 4 à 6 jours, ils vont dessicquer puis donner une croûte qui va tomber au bout de 2 semaines jusqu'à 3 semaines, laissant une discrète cicatrice. Alors on voit à gauche un zona intercostal droit qui avec plusieurs bouquets d'herpès et à gauche également un zona intercostal gauche mais plus discret que le premier. La douleur, elle va persister. C'est toujours une douleur type causalgie. Elle est paroxystique, parfois empêchant le patient de dormir. Et quand on touche avec, si on veut évaluer la douleur donc au froid, au chaud, donc la sensibilité au chaud et au froid, on va constater qu'il y a une hypoesthésie cutanée qui contraste avec la sensation de douleur importante. Cette douleur, elle persiste pendant une période, mais chez les sujets âgés, généralement, elle persiste pendant des semaines, voire des mois, et ça devient un vrai fardeau. Et ces séquelles douloureuses doivent être prises dans un centre antidouleur. C'est très important de prendre en charge la douleur en même temps que l'éruption en elle-même. Le syndrome infectieux, donc la fièvre est modérée, elle est généralement de 38 à 39 degrés Celsius, associée à une céphalée. Et c'est très classique de trouver un syndrome méningé lors d'un zona parce que l'inflammation est juste à côté de la moelle épinière et une réaction méningée est toujours associée. Les adénopathies, donc si on examine, on trouvera toujours cette adénopathie satellite et qui est axillaire dans le zona intercostal. L'évolution, elle se fait par poussée de 2 à 3 avec l'existence d'éléments d'âge différents. Et la guérison va se faire au bout de 2 à 3 semaines. Les séquelles, on a dit que c'est surtout la douleur qu'il faut craindre. On peut par la suite, après l'épisode aigu, avoir une cicatrice cutanée achromique et on peut garder également une anesthésie dans l'endroit où l'éruption est apparue et ça va nous permettre un diagnostic rétrospectif. Pour le zona, on distingue d'autres formes cliniques. Donc, on peut avoir des formes topographiques touchant selon donc le ganglion sensitif et la récurrence au niveau de ce ganglion-là, des zonas du membre, des zonas cervico-brachiales, un zona lombosacré. Mais ce qui doit nous inquiéter surtout, c'est le zona crânien. Pour le zona crânien, on distingue deux grandes formes. Le zona ophtalmique, ce n'est que l'atteinte d'une branche des 3 branches du nerf du jumeau. Elle est la plus fréquente par rapport à tous les zones céphaliques et elle peut être une forme grave, surtout quand il y a une atteinte du branche nasale externe. Parce que dans cette atteinte du nasal externe, on risque d'avoir une kératite. Et cette kératite, si elle est négligée, elle peut évoluer même vers une endophtalmie et cécité. Donc, un zona céphalique, quel que soit l'aspect, il faut toujours envoyer votre patient pour une évaluation chez l'ophtalmologiste, car le traitement local aide énormément le traitement général.
à guérir et à empêcher ces complications fonctionnelles ophtalmiques. On a également le zona du ganglion géniculé. Si l'herpès, si le VZV touche ce ganglion, la réactivation va être sous forme de vésicule au niveau du tympan, du conduit auditif externe, du conque de pavillon de l'oreille. Et généralement, les manifestations ne sont pas cutanéo-muqueuses, c'est plutôt une paralysie faciale périphérique qui va attirer l'attention du médecin. Donc, devant toute paralysie faciale périphérique, il faut toujours examiner les conduits auditifs pour voir s'il n'y a pas d'éruption vésiculeuse. Si c'est le cas, il s'agit d'un zona. On va également examiner la face antérieure de la langue et on va trouver que dans les 2/3 antérieurs de l'hémilangue homolatérale, il y a également une éruption qui ressemble au zona, donc une éruption vésiculeuse qui va signer plutôt le diagnostic du zona. Selon l'aspect de l'éruption, on peut avoir un zona généralisé. Donc, on a dit que le zona généralisé peut être un diagnostic différentiel à la varicelle. C'est quoi un zona généralisé? C'est une éruption métamérique associée à une douleur topographique radiculaire et des éléments vésiculeux qui ressemblent à la varicelle. Mais il faut avoir plus de 20 éléments vésiculeux pour dire que ce zona est généralisé parce qu'il n'est pas rare de trouver quelques éléments vésiculeux lors d'un zona banal. Donc, il faut que le nombre d'éléments vésiculeux dépasse les 20 pour parler d'un zona généralisé. On peut avoir un zona hémorragique, donc au lieu d'avoir des vésicules, on va avoir un placard échymotique qui respecte le métamère associé à la douleur. Pour les formes selon les terrains, chez l'enfant, le zona peut exister. Ça ne veut pas dire que l'enfant est atteint. Et souvent, ça peut être le synonyme d'une varicelle lors de la grossesse. Donc, l'enfant a été infecté lors de la grossesse. Donc, il faut demander est-ce que la maman a fait une varicelle lors de la grossesse. La forme, le zona de l'enfant, il va donner plutôt un syndrome infectieux plus important que chez l'adulte. Généralement, c'est une forte fièvre, 39 à 40, et il y a moins de douleurs radiculaires. Et l'évolution va se faire généralement sans séquelles douloureuses. Par contre, chez les sujets âgés, la douleur est très importante. On parle d'algies post-zostériennes qui sont très difficiles à gérer. Parfois, ça peut conduire au suicide, raison pour laquelle dès la constatation des douleurs, il faut mettre un traitement qui couvre donc, ces douleurs-là. Donc, il faut aller vers les antalgiques paliers 2 et 3 et il faut confier le patient vers une consultation antidouleur. Chez l'immunodéprimé, il y a un risque d'avoir surtout un zona généralisé avec une atteinte viscérale, avec une pneumopathie, une encéphalite, une hépatite et raison pour laquelle tout zona constaté chez l'immunodéprimé doit être une indication à mettre de l'acyclovir par voie IV. Le diagnostic du zona est essentiellement clinique. Il faut toujours regrouper le syndrome douloureux avec une éruption typique qui suit le même trajet de la douleur et l'évolution de cette éruption. Si on fait une FNS, on va trouver une leuconeutropénie avec également un syndrome mononucléosique. Le diagnostic biologique est rarement demandé, soit pour des cas particuliers. On va demander l'examen cellulaire vésiculaire à la recherche d'antigènes viraux et l'effet cytopathogène de virus. Et on peut demander la PCR au niveau du SCR si on a une encéphalite. La sérologie, par contre, n'a peu d'intérêt. On peut discuter devant un eczéma, surtout quand ça touche le visage. On peut discuter l'herpès dans les zonas avec quelques éléments vésiculeux. On peut discuter la varicelle quand on a un zona généralisé. On peut discuter l'érysipèle de la face si on a un zona surinfecté et que le patient vient tardivement pour consulter. De même qu'une staphylococcus maligne de la face s'il y a une cellulite de surinfection associée à ce zona. Le traitement se base sur, premièrement,
un traitement qui va permettre d'éviter les surinfections. Les antistaphes sont souvent donnés au même titre que les antiviraux pour éviter justement cette surinfection bactérienne. Le traitement symptomatique vise essentiellement les douleurs. Il faut aller vers des sédatifs, donc des antalgiques paliers 2 voire plus, la carbamazépine, et des soins locaux. Donc les soins locaux également, on revient toujours au savon et l'eau et le savon, et ensuite appliquer un antiseptique type chlorhexidine ou bien exomethine. Le traitement antiviral à base d'aciclovir est indiqué dans certaines situations à raison de 10 mg par kilo chaque 8 heures en perfusion pendant 7 à 10 jours. Et on doit bien sûr traiter les complications si elles existent. Donc s'il y a une encéphalite, il faut la prendre comme étant une encéphalite. Si on a un problème d'hépatite également, ainsi de suite. Alors les indications des antiviraux pour l'aciclovir, il est donné dans les formes graves et ou de l'immunodéprimé à raison de 10 mg par kilo chaque 8 heures. La voie d'administration étant la voie IV et la durée du traitement est de 8 à 10 jours. Sinon, on peut avoir une prodrogue de l'aciclovir qui est le valaciclovir et qui nous donne l'avantage d'utiliser la voie orale. Il est indiqué dans tous les zonas si le diagnostic a été posé dans les 72 premières heures ou bien chez l'immunodéprimé, chez la femme enceinte, chez l'adulte qui risque de faire des complications. À ce moment-là, on va donner 3 grammes par jour, donc 1 gramme 3 fois par jour, par voie orale pendant 7 jours. Également, ce valaciclovir peut être donné dans le zona ophtalmique avec les mêmes doses et pendant 7 jours. On peut utiliser une autre prodrogue qui est le famciclovir à raison de 500 mg 3 fois par jour par voie orale pendant 7 jours. On va terminer avec l'herpès. Alors l'herpès est une maladie virale érythémato-vésiculeuse périorificielle. C'est très important de dire qu'elle est périorificielle et ça donne un érythème avec des vésicules. Elle est due au virus de l'herpès. On a dit tout à l'heure le HHV1 et 2, appelé également HSV1 et 2. C'est une maladie qui est connue, très connue, donc la majorité des êtres humains ont été touchés par le virus de l'herpès, mais qui récidive souvent. Donc on connaît le bouton de fièvre, et le bouton de fièvre, c'est pas une éventualité rare et tout le monde connaît cette maladie. C'est une maladie qui est peu immunisante, c'est pas la peine de chercher un vaccin pour elle. Sur le plan virologique, l'herpès virus hominis est un virus ADNA, donc à ADN. On a deux types. Le type 1, HSV1, dit un virus qui touche tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Donc, il nécessite un contact direct, surtout la salive, et la majorité des lésions apparaissent au niveau des lèvres et des joues. Le type 2, par contre, est rattaché toujours au-dessous de la ceinture. C'est lié généralement au traumatisme, mais surtout au rapport sexuel, au premier rapport sexuel. Et le problème se pose avec des femmes qui font des récurrences fréquentes, et quand elles vont accoucher et que la récurrence apparaît à la fin de la grossesse, il y a un risque que le bébé soit touché et ça peut donner une infection néonatale grave à herpès simplex virus 2. Le réservoir du virus est strictement humain et on doit signaler sur le plan physiopathe que la primo-infection est latente dans 80% des cas. Donc la majorité des êtres humains ne savent pas qu'ils ont été contaminés par le virus. Dans quelques cas, on peut avoir une pyro-infection patente sous forme de gingivostomatite. Et ensuite, le virus va passer dans les ganglions nerveux. Il va passer à la phase de latence. Et il va se réactiver à chaque fois quand les conditions sont réunies.
Donc, ces conditions de réactivation pour cet herpès simplex virus sont surtout la fièvre. D'ailleurs, on l'appelle bouton de fièvre. Le stress, tout état de stressant peut déclencher l'apparition d'un bouquet d'herpès. Et l'immunodépression. Les immunodéprimés risquent également de faire des récurrences d'herpès fréquentes. On parle d'herpès de sortie qui est un herpès qui va apparaître lors d'une situation infectieuse. Donc, il est rattaché à certaines maladies bactériennes et parasitaires graves et il va apparaître au même endroit que la récurrence habituelle de cet herpès. Quand on dit herpès de sortie, ça ne veut pas dire que cet herpès a été contracté lors de cette maladie, c'est juste que cette maladie lui a permis de faire une récurrence en dehors des récurrences habituelles. Si on fait la comparaison entre le HSV1 et le 2, pour les localisations graves, on va dire que le HSV1 donne essentiellement des encéphalites. Pour les récurrences et la primo-infection, ensuite les récurrences, généralement le HSV1, c'est l'infection se fait, la primo-infection se fait au niveau ORL, surtout au niveau oral, et ça donne dans la majorité des cas une gingivostomatite. Et on peut avoir également une atteinte du doigt, surtout quand la primo-infection survient chez l'enfant, généralement c'est ça. Et l'enfant a l'habitude de sucer le pouce, il risque de faire, de contaminer le pouce et on aura des récurrences à ce niveau-là. Pour le HSV2, ça donne comme infection grave surtout une méningite à herpès simplex virus et ça peut donner une éruption génitale très douloureuse, difficile à gérer à cause des récurrences douloureuses et bien sûr à cause de l'infection féminine qui risque d'exposer le bébé à la naissance. Sur le plan clinique, la primo-infection, on a dit qu'elle est en 80% latente. Elle apparaît généralement entre 7 mois de la vie jusqu'aux 3 ans, donc c'est les petits-enfants qui vont faire les primo-infections. Elle donne une méningoencéphalite du nouveau-né si le nouveau-né a été contaminé juste à l'accouchement. Le même nouveau-né peut faire un sepsis lié à cet herpès simplex virus. Sinon, la manifestation la plus commune de la primo-infection herpétique chez l'enfant entre 7 mois et 3 ans étant la gingivostomatite. La gingivostomatite est un tableau vraiment brûlant où il y a une forte fièvre associée à une anorexie, à une dysphagie. Cette anorexie et cette dysphagie sont liées à des éléments vésiculeux et ulcérés de la cavité buccale et en péribuccale. Ça explique pourquoi l'enfant ne peut pas avaler parce que ça fait très mal et il y aura une hypersialurie à cause de cette douleur, donc il ne peut pas avaler sa salive. Et quand on examine, on va trouver des vésicules au niveau de la bouche et même en péribuccale, des ulcérations, un herpès labial, carrément un bouquet d'herpès au niveau des lèvres, au niveau du menton et même au niveau du pouce. On a dit tout à l'heure que ces jeunes enfants ont cette manie cette habitude plutôt de sucer le pouce. À côté de ça, en examinant, on va trouver un magma d'adénopathie sous le menton et sous maxillaire très douloureuse. L'évolution, elle va se faire d'une façon favorable au bout de 1 à 2 semaines avec des traitements locaux, avec un traitement antiviral. Mais vous allez être confronté à des mamans qui sont très inquiètes en voyant que leur enfant ne veut plus prendre rien du tout, donc ni eau, ni alimentation, et ils vont constater que leur enfant est en train de perdre du poids. C'est difficile de leur expliquer que c'est une maladie bénigne et ça va bien évoluer au bout de 2 semaines maximum. Donc, généralement, quand il y a guérison, vous allez voir qu'il y a une perte importante du poids. Mais ça reste quand même une éventualité à discuter avec les mamans et dire que c'est une primo-infection due à un virus. Il est obligé de tomber malade. C'est le cas de beaucoup d'enfants. Il faut juste être patiente et bien suivre son enfant, bien le réhydrater même s'il a mal, jusqu'à ce que l'épisode passe.
Donc, vous voyez là quelques éléments vésiculeux au niveau de la lèvre supérieure, des éléments ulcérés à l'intérieur de la bouche, au niveau de la langue également. Et ça fait vraiment mal et c'est ça qui gêne l'alimentation et la réhydratation de l'enfant et c'est ça qui fait que l'enfant perd du poids. On peut avoir comme manifestation herpétique l'herpès cutanéo-muqueux, chose qui est très banale, très commune, généralement en péribuccal, mais parfois au niveau des organes génitaux et même au niveau des yeux. Ça se manifeste tout d'abord par un picotement, une sensation de cuisson, mais moins importante que celle de la varicelle, c'est clair. Ensuite, il y aura apparition d'un érythème, et sur cet érythème, il y aura apparition rapide de vésicules en bouquet. Leur apparition donne une sensation de douleur avec l'apparition d'une adénopathie douloureuse. L'évolution se fait vers la guérison au bout de 6 à 10 jours. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire un herpès dans le même endroit et ils peuvent vous dire que demain j'aurai un bouquet d'herpès parce qu'ils commencent déjà à sentir les picotements et la sensation de cuisson. C'est à ce moment-là, si on a cette sensation, c'est l'idéal où il faut mettre un glaçon ou bien il faut mettre de l'acyclovir en crème pour éviter l'apparition de bouquets d'herpès. Et ça va accélérer la guérison. Donc, on peut avoir un herpès au niveau des narines, un herpès labial, un herpès cutané ou un herpès au niveau de au niveau du pouce. Pour l'herpès récurrent de sortie, on a parlé de ça tout à l'heure, là, il faut avoir un facteur déclenchant. Donc, soit une maladie bactérienne, telle qu'une méningite cérébrospinale, donc une méningite à méningocoque. Donc, vous allez faire le cours et on va vous parler de fameux SHARP, les signes d'orientation vers le méningocoque. Ça peut être une pneumonie franche lobaire aiguë, ça peut être une leptospirose ictero-hémorragique, ça peut être un coup de soleil, ça peut être un stress, et comme ça peut être un facteur hormonal. Là, on doit signaler que beaucoup de filles sont très gênées parce que l'herpès de sortie, ou bien l'herpès récurrent, survient à chaque cycle menstruel. Imaginons 12 cycles menstruels par an et 12 récurrences d'herpès. Et là, c'est une indication par excellence à traiter ces patients-là pour éviter justement et pour diminuer le nombre de récurrences. C'est toujours le même endroit et c'est ça qui nous permet de dire que c'est un herpès, c'est une récurrence d'herpès. Pour les formes cliniques, l'herpès de l'immunodéprimé peut donner des lésions tout d'abord qui ont l'air d'être banales, donc juste un bouquet cutané, mais qui va se généraliser malheureusement par la suite et ça peut donner des lésions mutilantes, nécrosantes et donner même des localisations profondes avec des lésions viscérales, hépatiques, rénales et ça va donner un tableau grave. C'est une indication d'emblée de mettre un traitement antiviral. Un immunodéprimé, par exemple VIH, s'il présente un bouquet d'herpès, on le met souvent sous acyclovir injectable pour éviter que l'évolution soit dramatique. On a une forme particulière d'une encéphalite à herpès. Donc l'encéphalite herpétique de l'adulte est une encéphalite aiguë, d'emblée nécrosante, qui touche les lobes temporaux, parfois même frontotemporaux pariétaux. Elle commence au niveau d'un lobe, mais elle va se bilatéraliser. Le début de cette encéphalite souvent est brutal, associant un syndrome infectieux, donc une forte fièvre. Le patient ou bien les parents vont rapporter la notion d'hallucination auditive ou visuelle. C'est quelqu'un qui va entendre des voix ou bien voir des choses qui n'existent pas, associées à une céphalée importante. À la phase d'état, carrément, on aura des troubles de la conscience, allant de l'obnubilation jusqu'au coma. Le patient risque de convulser et on risque également d'avoir des signes déficitaires, donc une hémiplégie ou bien une hémiparésie. Ça nécessite à ce moment-là des examens complémentaires. On commence par un examen neuroradiologique type IDM ou IRM. Vaut mieux que ça soit
une IRM parce qu'elle est plus sensible précocement, contrairement à la TDM où il faut le réaliser généralement 5 jours après l'apparition des signes cliniques. On a besoin de faire un EEG pour voir est-ce qu'il y a des ondes lentes pseudo-périodiques bilatérales et bien sûr une ponction lombaire qui va nous donner l'aspect d'une méningite à liquide clair lymphocytaire normoglycorachique avec l'existence d'hématies. Le traitement est urgent, c'est une urgence thérapeutique où il faut mettre de la cyclovir injectable, mettre un traitement à base de phenobarbital pour lutter contre les convulsions ou bien pour prévenir les convulsions. Et souvent, on a recours à l'hospitalisation au service de soins intensifs pendant quelques jours et continuer par la suite le traitement dans un service de médecine. Pour l'herpès génital, la primo-infection se fait lors des premiers rapports sexuels. L'incubation, elle est de 2 à 7 jours. D'emblée, il y aura apparition de vésicules avec une ulcération au niveau des organes génitaux externes, associée à une forte fièvre, un malaise et l'apparition d'adénopathie inguinale bilatérale douloureuse. Et puisque les organes génitaux sont soit une muqueuse, soit une semi-muqueuse, ça peut donner des troubles urinaires type dysurie. Donc, signalons que les vésicules de l'herpès génital également sont très douloureuses. Les récurrences après un herpès génital sont très fréquentes et c'est considéré comme une maladie à transmission génitale, donc c'est une infection sexuellement transmissible. Les récurrences sont à craindre surtout chez la femme à risque en âge de procréer. Si les récurrences surviennent à la fin de la grossesse, elle risque de contaminer son bébé et ça peut donner un sepsis néonatal et des formes graves chez le nouveau-né. Parlons de l'herpès néonatal. C'est une maladie à transmission materno-fœtale. Elle donne généralement un sepsis avec des localisations profondes et graves, une éruption nécrotique hémorragique et une atteinte multiviscérale. Également, il y a une autre forme de l'herpès, c'est le syndrome de Kaposi-Julius-Berg. Ce n'est qu'une surinfection d'un eczéma par le virus de l'herpès. C'est un enfant généralement de bas âge qui a un eczéma atopique, donc une dermite atopique, et qui a été embrassé par un adulte qui a un bouquet d'herpès. Là, il va lui transmettre le virus et le virus va trouver un terrain où il va se multiplier d'une façon vraiment dramatique. Ça va vous donner une éruption nécrotique généralisée sur le lit de cet eczéma atopique. Le traitement nécessite de la patience. Il faut des soins locaux chez les dermatologues, une antibiothérapie à large spectre pour éviter les surinfections qui sont fréquentes et de la cyclovir par voie générale. Et vous voyez ici l'image chez cet enfant avant le traitement spécifique et après le traitement spécifique. Alors, il faut faire très attention. Embrasser des enfants, des nouveau-nés ou bien même des enfants réceptifs alors qu'on a un bouquet d'herpès est une chose très mauvaise et ça risque de compromettre la vie de ces petits anges. Le diagnostic positif de l'herpès, il est clinique. Le diagnostic biologique se discute au cas par cas. On peut aller vers le cytodiagnostic tel que donc à la recherche de l'effet cytopathogène de l'herpès, par exemple pour le syndrome de Kaposi-Julius-Berg. On peut aller vers l'immunofluorescence directe, vers la culture cellulaire, mais actuellement c'est surtout la PCR qui nous permettent de faire un diagnostic précis, surtout dans les méningoencéphalites et dans les sepsis néonatales. Le traitement de l'herpès de sortie est essentiellement local. On va donner de la chlorhexidine, donc de l'exomidine pour éviter les surinfections. Le traitement général par de l'aciclovir à raison de 10 mg par kilo chaque 8 heures en perfusion a des indications bien précises. On peut l'utiliser lors de la primo-infection. S'il s'agit d'une primo-infection génitale, on va donner de l'aciclovir à raison de 1 g par jour, donc 200 mg 5 fois par jour, par voie orale pendant 10 jours. S'il s'agit de gingivostomatite chez l'enfant, on commencera par l'aciclovir injectable. On va donner 5 mg par kilo chaque 8 heures
par voie IV, donc une perfusion lente, et on va faire le relais avec le prodrogue qui est le valacyclovir à raison de 500 mg 2 fois par jour. La durée totale du traitement est de 8 à 10 jours. Associant des bains de bouche et une alimentation froide pour que l'enfant ne tombe pas dans la déshydratation et dans la dénutrition. Pour les formes d'herpès avec récurrence sévère, les récurrences sévères sont définies par l'apparition de récurrences au-delà de 6 fois par an. On peut proposer de valacyclovir, donc le prodrogue de l'aciclovir, à raison de 500 mg 2 fois par jour, par voie orale pendant 5 jours, à répéter pendant 6 mois. Je m'explique, par exemple, une femme qui fait des récurrences à chaque cycle menstruel. Elle sait quand est-ce qu'elle aura son cycle menstruel et elle sait que l'éruption va apparaître à ce moment-là. Donc, 2 jours avant l'apparition du cycle menstruel, elle commence à prendre de valacyclovir et elle va continuer à le prendre pendant 5 jours. Le prochain cycle, c'est la même chose, pendant 6 cycles. Après ça, elle arrête. Si les récurrences diminuent, c'est tant mieux. S'il y a réapparition des mêmes récurrences, on va refaire le même schéma pendant pratiquement une année et voir par la suite comment ça va évoluer. Pour les encéphalites, donc l'encéphalite herpétique qui est une urgence diagnostique et thérapeutique, on va donner de l'aciclovir injectable à raison de 10 à 15 mg par kilo chaque 8 heures par voie IV pendant 15 à 21 jours. On doit associer les anticonvulsivants type phénobarbital et le patient a besoin souvent d'être en soins intensifs pendant les premiers jours de l'évolution de la maladie. Si l'herpès récurrent survient au niveau oculaire, il faut toujours également demander un avis en ophtalmo. Il ne faut jamais s'amuser à donner des corticoïdes parce qu'ils sont contre-indiqués et ils risquent de faire une perforation cornéenne et d'aggraver le tableau. On va donner plutôt de l'aciclovir par voie locale, en pommade, 5 applications par jour, et on doit éviter l'exposition à la lumière parce qu'elle risque d'aggraver le confort, bien de rendre le tableau vraiment désagréable. Donc, on va faire un pansement occlusif. Chez l'immunodéprimé, on a dit tout à l'heure qu'il faut les mettre sous aciclovir à raison de 10 à 15 mg par kilo par jour, chaque 8 heures plutôt, en IV lente, donc en perfusion lente de 60 minutes et jusqu'à guérison. Donc, il n'y a pas une durée bien définie pour l'herpès de l'immunodéprimé, ça peut aller jusqu'à quelques mois de traitement. La prophylaxie, elle vise essentiellement la femme enceinte parce que les récurrences de l'herpès génital chez la femme enceinte est une indication à la césarienne, donc la voie haute, pour éviter que l'enfant passe par la filière génitale et risque d'être contaminé. Et s'il y a des antécédents d'herpès génital, il faut toujours assurer chez cette femme une surveillance par frottis cervico-vaginal parce que l'association HPV et HSV2 augmente le risque de cancer du col chez ces femmes-là. Alors, il faut collecter vos questions pour qu'on puisse répondre lors de la séance de révision prévue, Inch'Allah, le mercredi 20 mai. Sinon, maintenant, je vais partager avec vous un dossier clinique. Prenez note et on va le corriger ensemble, Inch'Allah, lors de cette séance de révision. Alors, mademoiselle B. Wassila, 18 ans, elle est célibataire, elle n'a pas d'antécédents. Elle est ramenée aux urgences pour 2 crises convulsives tonico-cloniques généralisées apparues soudainement dans un contexte fébrile. L'interrogatoire révèle un début brutal depuis 3 jours avec un syndrome d'allure grippale associant fièvre élevée, céphalée et hallucinations visuelles répétées, prise pour une intolérance à cette forte fièvre. L'examen clinique retrouve une patiente en état général altéré. Elle est scorée à 12 sur 15 selon le score de Glasgow. La température est à 40 degrés Celsius. La tension artérielle à 120
80 mm de mercure, la fréquence respiratoire à 20 cycles par minute et la fréquence cardiaque à 110 pulsations par minute. À l'examen clinique, il existe une raideur de la nuque. Il n'y a pas de signe neurologique de focalisation. La TDM cérébrale faite ne montre rien du tout. La numération formule sanguine, les globules blancs sont à 8300, l'hémoglobine à 13 grammes par décilitre, les plaquettes à 204 000 par millimètre cube. La CRP est inférieure à 6 mg par litre. L'APL ramène un LCR clair avec à la cytologie 300 éléments cellulaires faite de 100% de lymphocytes avec présence d'hématies. L'albuminorachie est à 0,52 g par litre. La glycorachie est à 0,64 g par litre pour une glycémie à 1 g par litre. L'examen direct du LCR avec la coloration grammes sont négatifs. D'accord. Première question. Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu et sur quel argument? Deuxième question. Quel examen complémentaire demandez-vous pour renforcer votre suspicion clinique? Troisième question. Quel examen à faire pour confirmer votre diagnostic? Quatrième question. Quelle est votre conduite à tenir? Cinquième question. Quelles mesures préventives à prendre? Et enfin, on va terminer avec les points forts liés à cette question. Je vous remercie. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le 14, plutôt le 19 pour le TD des AES et le 20 pour une séance de révision. Saha sahorkum, salam alaikum.